dans la ville de Kinshasa et les gens souffrent. Donc je pense que, prenez ce contexte-là, ces gens-là se comportent comme des citoyens normaux qui refuseraient de se déplacer aller au palais de la Nation pour écouter le chef de l'État ou qui zapperaient le chef de l'État à la télévision parce que c'est leur droit, parce qu'ils ne veulent pas suivre le discours, suite finalement à la perception qu'ils ont de la gestion de la chose publique, à la perception qu'ils ont de leur vécu quotidien. Donc ici, même s'ils ne seront pas dans l'Assemblée, je ne suis pas là pour cautionner, juger ce qu'ils appellent boycott ou ce qui peut être appelé boycott. Mais ce n'est pas quand même un comportement encouragé. Non, je dis simplement qu'il y a un message qu'ils veulent faire passer. Lorsqu'il y a boycott, c'est parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Je ne pense pas qu'ils ont boycotté l'année passée. Donc je pense qu'avec le cumul de tout ce que nous avons entendu comme promesses, je ne vais pas les répéter ici, les promesses du chef de l'État, les promesses du Premier ministre, qu'on avait entendu aussi à l'époque de Mobutu avec tous les ministres qui se succédaient, le cumul ou la capitalisation des promesses non tenues crée ce sentiment d'abandon qui peut justifier de telles attitudes. Donc maintenant, voyons voir si nos attentes, parce que nous aussi, MLC, nous attendons que le chef de l'État nous rassure sur des questions fondamentales. Voyons voir. Une occasion de vous poser cette question. Vous attendez à quoi dans le discours du président? Écoutez, nous avons des problèmes sérieux. Je pense qu'on va en parler peut-être plus tard. Mais parlons par exemple du processus électoral, d'un calendrier global. Ce calendrier n'est pas encore arrivé. Parlons de la situation économique, parlons de la situation sécuritaire. Le chef de l'État arrive aujourd'hui, le lendemain on tue 80 personnes, après on récidive, on tue 50 personnes. Voilà, les gens attendent de savoir qu'est-ce que le chef de l'État va nous dire, quelles sont les mesures qui sont prises et quelles sont les garanties qui sont données. Donc je pense que ce sont des questions tout à fait légitimes que les gens se poseront lors de ce débat, enfin lors de ce discours, et on verra bien si le chef de l'État sera en mesure de donner satisfaction. Ça d'accord. Serge Kadima, ont-ils le droit de boycotter? Et pourquoi boycotter, selon vous? Je pense qu'avant de vous donner ma lecture sur cette question-là, j'aimerais quand même répondre à mon compatriote Billy Kambale que le président de la République n'a pas l'obligation d'aller devant les congrès pour parler des élections de 2016. Le président Joseph Kabila a eu la faveur du peuple congolais. Il a eu un mandat de 5 ans. Aujourd'hui, il est à mi-mandat. Le président Kabila était, le 6 décembre 2013, devant les congrès. Il avait parlé du social. Lorsque le président Kabila s'est prononcé devant les congrès en 2013, nous avions nos compatriotes, les hommes et les femmes congolais comme nous, comme moi, comme Billy Kambale, comme M. Jean-Jacques Mamba, qui vivaient à l'Est, à côté du M23, donc dans des atrocités énormes. Alors, après les congrès de 2013, le président de la République s'était prononcé. Il avait promis d'éradiquer, de mettre fin à la guerre. Et ça a été fait pendant l'exercice 2014. Le président de la République, grâce à sa coordination tactique, il a permis, après son discours, parce qu'il s'est prononcé devant les congrès. Donc, il ne faudra pas que M. Billy Kambale, M. Jean-Jacques Mamba nous disent qu'après les congrès de 2013, la situation est la même qu'il y avait 2 ans. Alors, il y a eu des améliorations. Il y a eu beaucoup d'améliorations. Donc, ça, c'est un point. Et, par rapport aux élections de 2016, ce n'est pas au président Kabila de venir dire qu'il y aura des élections en 2016. C'est à la Commission nationale, en fait, à la CENI, de nous dire par rapport à l'organisation des élections. C'est l'organe technique. Si le président de la République commence à s'ingérer dans la gestion de la CENI, donc on risque d'avoir... Il n'y aura plus d'indépendance de la CENI. Donc, sur ce point-là, nous devons nous mettre d'accord. Alors, pour revenir au discours au Congrès... Tentative de boycott. Non, je pense plutôt... les droits? Moi, je pense plutôt que ce sont des spéculations, ce sont des rumeurs. Je n'ai pas suivi un seul député, je n'ai pas suivi un seul sénateur qui a dit ouvertement, ou bien qui a fait une analyse, que ce soit à la télévision, que ce soit dans les journaux, pour dire qu'il va boycotter les congrès. Je sais que nos compatriotes de l'opposition, les hommes et les femmes de l'opposition, ce sont des républicains, ce sont des citoyens. Nous avons toujours considéré leur point de vue, leurs analyses, et je ne suis pas certain, je ne suis pas sûr qu'ils peuvent être influencés par la rumeur. Je ne suis pas sûr que nos compatriotes de l'opposition peuvent être influencés par des spéculations, parce que ce sont des grands messieurs. Nous les respectons. Mais quand la presse titre, il devra convaincre, c'est le président de la République, avec raison, parce que le peuple, tous les Congolais attendent des précisions sur tout ce qui se passe en République démocratique du Congo. Y compris, on a vu ce qui s'est passé au Burkina Faso, on attend si et là des mouvements, y compris s'il sera candidat ou pas quand même. Non, je pense que la Constitution ne dit pas que dans les discours du président de la République devant les congrès, il est question de faire son bilan. Le président ne vient pas faire le bilan. Le président s'est prononcé au mois de décembre 2013. Il a dit, il a fait l'état de la nation. C'est-à-dire, il rend compte de la situation générale, du pays à la date où il tient son discours devant les congrès. Alors, à partir de cette date-là,
jusqu'à la date à laquelle le président de la République viendra se prononcer devant les congrès, il fera encore un état pour dire que, à l'époque où j'étais venu, il y avait ça. Le président de la République, le 6 décembre 2013, il avait dit par exemple, il formulait un vœu, il donnait des instructions à travers son discours au gouvernement de faire plus d'efforts pour améliorer la situation sociale. Le président de la République viendra nous dire, où êtes-nous aujourd'hui? La situation, elle est où? Elle s'est améliorée ou pas? Le président de la République avait dit qu'il fallait que le gouvernement fournisse un effort pour rendre l'adéquation entre la stabilité macroéconomique et les sociales de la population. Il fallait créer une corrélation. Le président de la République viendra nous dire tout cela. Donc, je suis convaincu, je reste persuadé qu'aucun leader, sinon aucun député, sénateur de l'opposition pourra boycotter. Ah voilà, un mot du côté de l'opposition. C'est pas un bilan. Non, il faut éviter des amalgames. C'est vrai que ce n'est pas dit in extenso que le président a l'obligation de venir présenter un bilan. Mais lorsque vous êtes chef d'équipe, lorsque vous êtes, entre guillemets, garant de la nation, garant de la gestion d'un pays, et que chaque année vous devez venir parler de l'État, mais vous parlez de l'État de ce que vous gérez. Donc vous faites un bilan continuel et vous le faites d'année en année. Parce que c'est basé sur des promesses que vous avez faites à un moment X. Vous venez faire une évaluation pour dire voilà ce que nous avions promis et voilà ce qui a été fait. Donc vous vous rendez compte, même si ça ne s'appelle pas bilan, le fait que c'est inscrit dans la Constitution devient une obligation pour le chef de l'État qui doit venir rendre compte par rapport à la responsabilité qui lui a été donnée, lui et son gouvernement. Donc, mais là, je suis d'accord. Même si il ne va pas rendre compte des élections qui vont se tenir après 2 ans. Même si le terme bilan n'a pas été in extenso cité, mais pour moi, il s'agit de mini-bilan par rapport aux responsabilités régaliennes qu'a le chef de l'État et son gouvernement. Et s'il y a des failles dans ces responsabilités, eh ben, il appartient à la classe politique d'en tirer les conséquences. Billy Kambale, ce n'est pas un bilan, c'est l'état de la nation d'une année à une autre. Vous savez, M. Mathieu, j'ai toujours été surpris par le comportement de nos amis de la majorité. Nous avons comme l'impression qu'ils vivent ailleurs qu'au Congo. M. Mathieu, dites-nous clairement, est-ce que vous ne savez pas que la question de la modification constitutionnelle, c'est l'état de notre pays actuellement? Tous les esprits sont chauffés par rapport à cette situation. Que ce soit les camps de la majorité, du moins ceux qui soutiennent la modification constitutionnelle, que ce soit ceux qui ne soutiennent pas la modification constitutionnelle. Mais apparemment, c'est un sujet qui n'est plus à l'ordre du jour. Non, s'il vous plaît, s'il vous plaît, Mathieu, il ne faut pas que nous puissions nous détourner de la vraie question. Ici, il est question que M. Kabila puisse rassurer pour décrisper la situation. Une fois pour toutes. Mes chers amis, soyez calmes. Moi, j'ai dit que je ne serai pas candidat en 2016. Je suis là. Vous lui prêtez la phrase. Parce que, M. Mathieu, je suis encore en train de vérifier, il se pourrait, je dis bien il se pourrait qu'en 2007, répondant à une question d'un journaliste de Jeune Afrique, il avait clairement dit lui-même, quand le journaliste lui pose la question, est-ce que vous serez tenté d'avoir un 3e mandat en 2016? Il dit la Constitution est sacrée et les pouvoirs usent. On lui répond en disant d'autres chefs d'État comme vous, Africains, avaient dit la même chose. Lui il répond en disant moi je ne suis pas comme d'autres et je vous donne ma parole d'officier. Écoutez, je dis moi je ne le crois pas parce que M. Kabila avait dit que les magistrats touchaient $1 600. Aujourd'hui, ils sont en grève pour les $1 600. M. Kabila nous avait dit, s'il vous plaît, je ne le crois pas encore. Voilà pourquoi je dis que ces jours-là, il doit nous préciser. Est-ce que ces paroles d'officier, oui ou non? D'accord. Chisola. Ah, mais ça c'est fort. Hein? Billy prête une phrase dans le discours du chef de l'État. Monsieur Mathieu, je voudrais rassurer mon frère que la question des élections, comme a dit le camarade Serge Kadima, la question des élections est organisée par une commission électorale nationale indépendante. Et donc, s'agissant des élections présidentielles, je ne pense pas, et je n'ai pas suivi un seul instant, que cette CENI a dit ou a projeté le dépôt des candidatures dans les jours qui viennent, pour que l'on puisse demander au chef de l'État s'il sera candidat ou pas. Ça, c'est une question. Mais il y a un problème. Laissez-moi. Mais écoutez, non, monsieur Mathieu, moi je pourrais dire aussi la question à l'UNC ou au MLC ou d'autres partis qui sont candidats président de la République. Pourquoi
l'on va s'acharner, parce que c'est de l'acharnement. Pourquoi on va s'acharner qu'à la personne du président de Joseph Kabila Kabange? Parce qu'il veut modifier la Constitution. Écoutez, monsieur Mathieu, pourquoi il y a cet acharnement? Pourquoi cet acharnement? 2016, nous sommes en 2014. Nous sommes en 2014 et je pense que la question de la représentation du président de la République n'est pas d'actualité. Et par rapport à la modification de la Constitution, parlons-en. La Constitution de 2006, elle prévoit les mécanismes de sa modification. Le Constitution de 2006 ne sont pas des dieux pour qu'ils arrêtent en disant les générations futures ne peuvent pas toucher, ni moi, ils ne sont même pas les pères fondateurs de cette République. Si vous parlez de Constitution de 2006, alors aux Constitutions de 1960. Ah, ça c'est clair. Un mot, Serge Kadima, rapidement. Monsieur Mathieu, je vais dire à monsieur Billy Kambalé que nous sommes en démocratie. En démocratie, nous devons accepter les règles du jeu établies. Alors, je vois mal le président de la République à son niveau venir devant les congrès, se prononcer sur des spéculations, sur des procès d'intention. C'est un peu comme quelqu'un qui est dans son salon, il présume que non, Kadima sera candidat président de la République. Donc on doit l'arrêter. Des personnes qui vont sur un chemin et puis l'autre qui dit, mon frère, tel que nous évoluons là, soit on ramène $50, moi j'aurai 35, toi tu auras $15. Pourquoi toi tu auras $15? Tu auras 35. Non, il commence à se battre. C'est la profession. Les gens on vient les séparer et après, qu'est-ce qui se passe? Non, il a dit si on ramassait $50, lui il aura plus que moi. Donc tu vois que le président de la République ne peut pas venir se prononcer sur des intentions, sur un débat qui s'entretient dans l'imaginaire de nos compatriotes de l'opposition. Ah d'accord. Je vous appelle à une discipline. En 30 secondes chacun, on termine avec la troisième thématique, la francophonie. On a suivi les sommets de Dakar, ce que les gens appellent les dictats de la France pour le choix du secrétaire général de cette organisation en imposant Michael Jean du Canada. Je commence avec vous, Jean-Jacques Mamba. Que retenir de ce sommet? Bon, vous savez, j'ai suivi ce sommet avec beaucoup d'attention. Je crois que 30 secondes, ça sera vraiment très court. Si vous donnez une minute, je serai très, très content. Donc, ce que j'observe, il y a deux choses. La première des choses, c'est la première observation, c'est par rapport au respect. Je pense que le respect ne s'exige pas. Soit il se mérite, soit il s'impose, et il s'impose par trois choses. Vous avez la puissance économique, donc puissance économique et financière, vous avez la puissance militaire et vous avez la puissance intellectuelle. Si nous avions plus de temps, j'allais ici démontrer que notre pays n'a aucune de ces puissances. Nous sommes totalement dépendants. C'est la première observation, c'est-à-dire que le respect que pouvait avoir M. Hollande, le président de la France, je ne fais pas l'apologie de son discours, parce que nous restons quand même républicains. Le discours qu'il a eu, c'est un discours traité par certaines personnes de non-respect, mais c'est lié au fait que nous sommes un pays où nous étions des pays impuissants sur les trois axes, c'est-à-dire financièrement nous dépendons, militairement, surtout pour l'État du Congo, ça fait 15 ans que la MONUSCO est ici, nous n'arrivons pas à former une armée régalienne, et la puissance intellectuelle, vous allez remarquer que depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, le Congo n'a aucun brevet de notoriété internationale d'invention. Nous n'avons rien inventé dans ce pays. Et nous allouons 1% à l'éducation nationale. Donc la deuxième observation, c'est une question de souveraineté. La souveraineté n'est pas un fait de décision ou de souhait. La souveraineté, c'est une réalité. Et je vais vous citer 10 projets. Donc, vu l'état des faiblesses, là, la France. Parce que nous, on a souvent l'impression qu'il suffit de dire qu'on est souverain pour l'être. Ah, voilà. Ça, alors que c'est une réalité. Et voilà. Donc voilà, je pense que ces deux observations méritent d'être faites. Et on doit tirer les conséquences. Nous devons reconstituer notre puissance militaire, économique, la puissance intellectuelle, pour revenir sur le concert des nations et mériter le respect. Le respect. Et se battre pour l'avoir. Ah voilà, ça d'accord. En tout cas, je vous en prie, on va trouver dans une autre occasion, dans un autre numéro, on va revenir sur ce sujet. Merci à vous Serge Kadima, cadre du PPRD. En tout cas, si je vous prends la parole, hein, je vous retire ça. Merci d'être venu. Yannick Tissola, cadre du PPRD, merci d'être venu. Billy Kambalé, vous êtes cadre au sein de l'UNC, parti de l'opposition. Merci d'être venu. Jean-Jacques Mamba, vous êtes du MLC, pardon, vous êtes donc de l'opposition. Merci d'être venu. À vendredi prochain, même heure, même chaîne. Très bonne suite de vos programmes, c'est sur votre chaîne.